Bonjour et bienvenue à la section 3.7 du cours électricité et magnétisme. On va parler de mise à la terre. Donc, objectif de la section, calculer le courant et le potentiel électrique à plusieurs points dans un circuit dont l'un des points est mise à la terre. Dans le fond, ce qu'il faut qu'on comprenne, la méthode mise à la terre, c'est comme une méthode qui fait essentiellement la même chose que les lois de Kirchhoff, mais avec un chemin différent. Vous voyez ça comme ça. Alors, je vous l'explique. Donc, la mise à la terre, c'est le symbole que vous voyez là. Donc, c'est un enchevêtrement de barres comme ça, là. Puis, quand on met à la terre, ça veut dire qu'à ce point-là, donc l'endroit dans le circuit où est-ce que j'ai ce symbole-là, ben, on va dire à ce point-là que le potentiel dans le circuit est égal à 0 volt. Hein. Mise à la terre, ça veut dire qu'on le connecte à la terre. Vous voyez ça comme ça. Donc, connecté à la Terre, ça veut dire qu'on met le potentiel à zéro parce que la Terre représente un très grand bassin neutre. Donc, la Terre peut absorber infini électrons, tout comme il peut en donner infini. Fait que c'est comme un gros réservoir neutre. Vous voyez ça comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que mise à la Terre, c'est 0 volt. Alors, quand on a un circuit fermé, comme on faisait là pour les lois de Kirchhoff, donc, dans un circuit fermé ici, bien entendu, on est capable de calculer les différences de potentiel aux bornes de plusieurs éléments. Donc, entre le point A et le point D, il y a une source. Ici, on dit donc la différence de potentiel, c'est 10 volts. Donc, si le long de notre circuit, on a seulement une autre résistance, bien, ça veut dire que ma résistance qui est là va consommer le 10 volts fourni par la source. Donc, on a une différence de potentiel de 10 volts ici aux bornes de la résistance. Si on regarde la différence de potentiel entre le point D et le point C, étant donné que c'est le long du même fil, on n'a pas de différence de potentiel. Le potentiel, il est partout pareil le long d'un fil. Donc, dans un circuit fermé comme ça, on dit qu'il y a recyclage des électrons parce que, on le sait, les électrons circulent dans le sens contraire du courant. Donc, on peut s'imaginer que l'électron ici qui sort de la borne négative ben, fait le chemin en sens antihoraire puis il revient à la pile. Et quand il revient à la pile, ben, la source agit comme une pompe, donc ça lui redonne l'énergie, puis il repart. Fait que là, il peut faire plusieurs fois le tour comme ça, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a recyclage des électrons. La méthode mise à la terre, ça va nous permettre de faire exactement la même chose que ça ici, mais avec une petite différence. La différence, c'est mise à la terre. Vous voyez, on a comme mis la portion du bas du circuit, là. On n'a pas un circuit fermé ici, ça a le même effet, là. Donc, je pourrais quand même dire que c'est fermé, mais vous voyez, on a mis le point A à la Terre et le point B à la Terre. Donc, étant donné que la Terre agit comme un grand réservoir qui est neutre, ben, on peut au choix emprunter des électrons à la Terre ou donner des électrons à la Terre, puis on va revenir toujours à la mise à la Terre de 0 volt. Donc, vous voyez, le circuit qui est ici, finalement, il fait exactement la même chose que ça ici, si j'ai mis deux mises à la Terre ici. Donc, c'est comme si je pars ici avec un 0 volt de potentiel parce que je suis connecté à la Terre. Je suis pompé par la source ici de 10 volts. Donc, quand je dépasse la source, pouf, j'arrive au point D avec un potentiel de 10 volts. On sait que le long du fil, il n'y a pas d'élément à traverser, fait que ça ne change pas le potentiel. Donc, au point C, je reste à 10 volts. Et quand je traverse la résistance, ben là, ma résistance dissipe mon potentiel, elle dissipe mon énergie. Donc, je retombe à 0 volts, comme ça. Donc, dans la situation de droite, il y a emprunt des électrons à la Terre pour produire le courant. Hein? Puis là, comprenez que les électrons, ils circulent dans le sens contraire du courant. Là. Fait que c'est comme si les électrons étaient empruntés à la Terre ici. Ils sortent de la Terre, traversent la résistance, traversent la source, puis retournent à la Terre par la mise à la Terre qui est là. Fait que finalement, ce circuit-là a exactement le même effet que ce circuit-là. Par contre, des fois, mettre un point du circuit à la Terre, ça peut nous permettre de venir trouver la valeur de potentiel partout dans le circuit de façon peut-être plus locale, plutôt que de faire toute la loi des nœuds, toute la loi des mailles. Donc, des fois, là, la méthode mise à la terre est juste beaucoup plus simple, plus efficace, parce que c'est plus ciblé sur une portion du circuit. Alors que d'autres fois, quand tu veux résoudre un circuit au complet, ben oui, là, peut-être, c'est peut-être mieux d'utiliser les lois de Kirchhoff. Alors, résolution de problème. Je vous montre la méthode, puis après, on va la pratiquer parce que c'est vraiment juste ça qu'il y a dans cette section-là, c'est de comprendre la méthode de résolution de problème avec une mise à la terre. Alors, comme on l'a dit tantôt, si la mise à la terre ne vous est pas fournie, c'est vous qui décidez. Donc, c'est comme si vous décidez c'est quoi votre niveau de référence.
à quel endroit est-ce que votre circuit, vous allez le mettre à la terre. Donc ça va être votre référence, ça va être votre 0 volt. Donc c'est vous qui décidez. Tu ajoutes une mise à la terre où tu veux. Après ça, il faut toujours se souvenir que deux points qui sont reliés par un fil conducteur, sans résistance et sans source, sont toujours au même potentiel. Parce que c'est seulement en traversant une source ou une résistance que tu perds de l'énergie ou que tu en gagnes. Mais si tu ne traverses pas aucun des deux, ton énergie reste sensiblement la même. Donc, ton potentiel reste là. Dans un résisteur, le courant s'écoule toujours du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Ben oui, voyez ça un peu comme de l'eau qui s'écoule dans une rivière. La rivière, l'eau dans la rivière commence en haut, puis l'eau va s'écouler du point le plus haut de la rivière vers le point le plus bas de la rivière. Donc, voyez ça comme le courant qui circule à travers la résistance. C'est la même chose. Le but, c'est d'évaluer le potentiel sur toutes les sections du circuit. Pour faire ça, on va beaucoup utiliser la loi d'Ohm, ainsi que parfois, on va vouloir utiliser des portions des lois de Kirchhoff, mais sans faire loi des nœuds, loi des mailles au complet. Vous allez comprendre, on va faire des exemples. Donc, premier exemple. On donne le circuit suivant, on donne les valeurs de epsilon, c'est 14 volts, R1, R2, R3 et R4, c'est toutes des valeurs connues. Et là, pour clarifier, on a mis plusieurs points dans le circuit, donc point A, point B, C, D, E, F. On vous impose ici la mise à la terre, elle a été mise ici au point D. La question, pour se pratiquer dans un premier temps, c'est de déterminer le potentiel à chacun des points A à F, sachant que D est mis à la terre. Alors, parfait. Première étape facile. Mon point D est mis à la terre. Ça veut dire que le potentiel au point D, c'est 0. Après ça, il faut que je fasse des bouts de chemin. Donc, il faut que je parte d'un point et que je me rende à un autre point. Et quand je fais le bout de chemin, il faut que j'ajoute soit epsilon, soit j'enlève epsilon, dépendamment du chemin de la direction que tu empruntes. Un peu comme on faisait avec Kirchhoff. Parfois, tu vas ajouter RI ou tu vas enlever RI, encore une fois, toujours dépendamment du sens dans lequel tu traverses les résistances. Donc, dans ce cas-ci, je suis à D. La prochaine étape facile, je pense, ça serait de venir faire ce bout de chemin-là pour arriver à A. Vous voyez, je pars à D, j'ai un potentiel de 0. Donc, 0, puis là, hop, je traverse epsilon. En traversant epsilon, je le traverse dans le même sens qu'il fournirait son courant. Donc, je pars de 0, j'ajoute epsilon, puis j'arrive au point A. Donc, le point A va avoir un potentiel égal à ce que ma source fournit. Dans ce cas-ci, ma source fournit 14 volts. Donc, le potentiel au point A, ça va être 14 volts, tout simplement. Après ça, pour trouver le potentiel aux autres points, là, vous comprenez, soit que je pars du point A, puis je traverse R1 dans le même sens que le courant. Mais si je fais ça, il faut que je fasse moins RI. Je connais la résistance R1, mais je ne connais pas le courant. Fait qu'il va falloir que j'aille trouver le courant qui circule ici. Même constat, si je pars du point D. Mettons que je pars du point D et que je veux aller au point E, il faut que je traverse la résistance R4. Je vais faire plus R4 parce que je traverse dans le sens contraire du courant. Donc, je ferai plus R4I, mais encore une fois, je ne connais pas I. Fait que ma prochaine étape ici, malheureusement, avant de poursuivre, il faut que j'aille trouver le courant qui est débité par la pile ici. Donc, pour faire ça, pour trouver le courant total fourni par la pile, il faut que j'applique la loi d'Ohm à un circuit simplifié. Donc, un circuit simplifié, ça serait un circuit qui aurait une seule résistance. Donc, vous l'aurez compris, j'ai besoin de ma résistance équivalente pour savoir combien la pile fournit. Donc, résistance équivalente, R2 et R3. Vous voyez que ces deux-là sont en parallèle. Donc, on fait la petite équation pour la résistance équivalente en parallèle. Ça donne 2 ohms. Donc, ces deux résistances-là, R2, 3 en parallèle, va être remplacée par une seule résistance. Et cette résistance-là va être en série avec R1 et R4. Donc, R1, R2, 3 et R4 devront être additionnés comme ça pour trouver la résistance équivalente de tout le circuit. Ça me donne 7 ohms. Ensuite, on veut faire la loi d'Ohm, delta V égale à RI, ou est-ce que j'isole I, parce que c'est ça mon inconnu ici. Donc, I va être égal à delta V sur R. Delta V, c'est ce qui est fourni par la pile, donc epsilon. R, c'est la résistance équivalente. Donc, 14 divise par 7, ça me donne 2 ampères. Donc, je connais le courant maintenant qui sort de la pile, qui traverse R1. Ça va être le courant total, parce que le courant total, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il traverse au complet R1. Rendu au point B, là, le courant total pourrait se diviser en R2 et en R3, mais
Pour ce qui est de R1, c'est traversé par le courant total. Même chose par R4, parce que le courant qui se sera divisé en R2 et en R3, quand il arrive au nœud E, ils vont se recombiner ensemble pour traverser R4 et pour revenir dans la branche avec la source. Donc, prochaine étape, je peux utiliser cette information-là pour partir de mon point A et arriver au point B. Donc là, mon potentiel au point B, ça va être égal à ce que j'ai au point A moins R1I. Vous voyez, je pars d'ici à un niveau égal à 14 volts, parce que c'est potentiel A, et je traverse la résistance R1 dans le même sens que le courant. Donc, un peu comme on faisait en Kirchhoff, on va faire moins RI. Donc, R1, ça vaut 1. Le courant qui sort de la pile, c'est 2. Donc, on fait 14 moins 2, ça donne 12 volts. Donc là, j'ai trouvé le potentiel au point B. Potentiel au point C, ça va être le même que le potentiel au point B, parce que vous voyez qu'entre B et C, il n'y a aucun élément. Il n'y a pas de résistance, pas de source. Donc, le long d'un fil, le potentiel est partout pareil. Très bien. Donc là, il me reste E et F. Comprenez à trouver là, que les deux auront le même potentiel parce qu'encore une fois, c'est le long du même fil. Donc là, pour trouver E et F, je peux partir du point D et me rendre au point E. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je cherche le potentiel au point E. Donc, ça va être égal au potentiel que j'ai au point D plus R4I. Pourquoi plus? Comprenez que le courant, il circule vers la gauche, comme ça, à travers R4. Et moi, je pars de D pour aller à E. Donc, je traverse R4 dans le sens contraire du courant. Donc, c'est plus RI qu'il faut que je fasse. Donc, je pars avec VD, qui a un potentiel de 0. J'additionne à ça R4, I pile. Donc, R4, c'est 4. Le courant qui sort de la pile, c'est 2. Donc, je trouve 8 volts. Et comme j'ai expliqué, 8 volts, c'est vrai pour le potentiel E, mais c'est vrai aussi pour le potentiel F, parce que c'est le long du même fil. Voilà. Donc, ça, c'est la technique. Donc, vous voyez que c'est un mélange de résistance équivalente, de loi d'Ohm. Parfois, on fait comme un petit bout de chemin. Fait que ça ressemble quand même un petit peu à ce qu'on ferait avec les lois de Kirchhoff, mais pas au complet. Donc, vous voyez, c'est plus localisé. T'sais, on décortique morceau par morceau. Okay? Fait que c'est essentiellement là, la méthode de mise à la table. On va faire un autre exemple quand même. Donc, on présente un autre circuit. C'est un exercice qui fait partie du livre, là, donc 3.7.7. On donne encore une fois la valeur de la source. On donne chacune des résistances. 1, 2, 3, 4 sont toutes données. Plusieurs choses à trouver. A, la résistance équivalente du circuit. Bon, parfait. Ça va être assez simple. B, le potentiel au point A. OK. Ça va être un peu plus difficile, là, parce qu'on est en plein milieu de la branche entre deux résistances. Après ça, on fait la même chose au point B. Donc, le potentiel ici entre les deux résistances. Puis finalement, le courant dans chacun des résisteurs. Puis on dit comme note, puis ça va arriver souvent dans les problèmes de circuit. Là. Des fois, on vous pose plusieurs questions une après l'autre, mais ça arrive, dépendamment de la méthode que vous utilisez, que vous trouvez, par exemple, une réponse à D avant de trouver une réponse à B. Des choses comme ça arrive, donc ne vous surprenez pas. Ça dépend juste du chemin que vous empruntez, de la méthode que vous empruntez pour arriver à la réponse. Fait qu'ici, c'est un cas un bon exemple de ça. On dit, vous aurez trouvé les courants dans chacun des résisteurs avant de répondre à la question D. Fait que dans le fond, vous allez trouver la réponse à D avant quand vous ferez finalement B et C. Là. Mais bon, c'est pas grave, on la met quand même. Ça fait partie des choses à identifier. Commençons par A, la résistance équivalente du circuit. Bon, ça ici, je pense que ça va assez simplement. Vous voyez que R1 et R3 sont en série, ils sont dans la même branche. Donc, R1 et R3 en série, on fait R1 plus R3, ça donne 36. R2 et R4 sont aussi en série, ils sont le long de la même branche, donc on les additionne. R2 plus R4, ça donne 45 ohms. Après ça, cette branche-là, comprenez qu'elle est en parallèle avec cette branche-là. Donc, R1,3 et R2,4 sont en parallèle. Donc, on fait l'addition de l'inverse, 1 sur R3 plus 1 sur R2,4, exposant moins 1 pour ramener la fraction en haut. Donc, on met les valeurs et ça donne cette réponse-là, c'est-à-dire 20 ohms. C'est ma résistance équivalente. Parfait. On va en avoir besoin dans un instant pour trouver essentiellement le courant total qui sort de la pile. C'est souvent pour ça qu'on veut la résistance équivalente d'ailleurs. B, on cherchait le potentiel ici au point A. Pour faire ça, j'ai décortiqué un peu davantage mon circuit, c'est-à-dire que j'ai rajouté des points. Donc, vous voyez, j'ai mis point C, D, E, F, G, H, juste pour que ce soit plus visuel. Qu'est-ce qu'on fait là, dans ma solution ici? Donc, première chose,
Ma mise à la Terre est au point F. Donc, ça veut dire qu'à mon point F, j'ai un potentiel de 0. Donc, si je pars de F et que je m'en vais à C, donc je pars de 0, je traverse ma source, donc j'ajoute epsilon, qui est 54. Donc, mon potentiel au point C, c'est 54 volts. Étant donné que C, D et E sont reliés par un fil, ben, ces 3 points-là sont au même potentiel, c'est-à-dire 54 volts. Ma mise à la Terre, j'avais dit c'est au point F, mais étant donné que le point F est relié à G et à H par le même fil, ben, G et H est aussi à un potentiel de 0 volts. Prochaine étape. Là, je vais passer à travers la branche du centre. Hein, parce qu'ici, on cherche ultimement là, le potentiel ici au point A. Mais pour connaître le potentiel au point A, il faut que je connaisse le courant qui circule dans cette branche-là. Ben oui, parce que pour trouver le potentiel ici, il faudrait par exemple que je parte du point D puis que je fasse moins R1I pour arriver au point A. Je connais R1, ça va, mais je ne connais pas I. Fait qu'il faut que je trouve I. Et donc là, regardez la notation. I13, ça signifie le courant qui circule dans la résistance 1 et la résistance 3. Donc, c'est dans la branche du centre que vous avez ici. Puis, dans le fond, on fait delta V égale à RI. C'est la loi d'Ohm. Mais là, attention, mon delta V égale à RI, je ne le prends pas n'importe où. Il faut que je le prenne intelligemment d'un point à un autre point. Donc, je fais un delta V égale à RI entre les points D et G. Donc, entre le point D et le point G, vous voyez, comprenez qu'il y a une branche ici. Donc, c'est le courant qui circule dans cette branche-là. C'est égal à delta V dG divisé par la résistance qu'il y a entre ces deux points-là. La résistance qu'il y a entre ces deux points-là, c'est R13. C'est la résistance combinée de 1 et 3 en série. Donc, la différence de potentiel entre D et G, je sais que ça vaut 54, parce que je sais qu'à D, j'ai 54 volts, puis je sais qu'à G, j'ai 0 volts. Donc, 54 moins 0, ben, ça donne 54. R13, je l'ai calculé à la diapo d'avant, c'est 36. Donc, juste comme ça, j'ai trouvé le courant de 1,5 A. Et on sait que 1,5 A, ça traverse R1 et ça traverse aussi R3. Maintenant que j'ai ce courant-là, ben, je vais finalement pouvoir trouver le potentiel au point A. Donc, pour trouver le potentiel au point A, je pars du point D et je traverse R1. Donc, je vais faire moins R1I. Je commence au point D à un potentiel VD qui est 54. Je fais moins R1I3, le courant que je viens de trouver. R1, c'est 18. Courant que je viens de trouver, c'est 1,5. Donc, je trouve un potentiel au point A de 27 volts. Notez qu'on aurait pu faire le chemin inverse. Si on part de G, on peut remonter ici pour trouver A, parce que je sais que VG, je suis à un potentiel initial de 0. Quand je traverse R3, bien là, je remonte le courant, je remonte la rivière, hein, donc je dois faire plus RI. Donc là, j'utilise R3 fois le courant, donc ça donne la même chose. Ça donne 27 volts, donc ça fonctionne. Il faut que ça me donne la même chose, hein, sinon il y a une erreur de cohérence à quelque part. Voilà. Donc ça, c'est la méthode. Question C, c'est sensiblement la même chose. On cherche le potentiel ici au point B. Donc, pour faire ça, ben, encore une fois, même chose. Je vais appliquer la loi d'Ohm entre le nœud. C'est pas un nœud, là, pardon. Là. Je vais appliquer la loi d'Ohm entre les points E et H. Donc, delta V E à H, c'est égal à RI. Mais entre E et H, ma résistance totale que j'ai, c'est R24. C'est pour ça qu'on a R24 ici. Puis, pour signifier que c'est un courant qui circule dans les résistances 2 et 4, ben, j'utilise le courant I24. Voilà. Donc, delta V, c'est 54, hein, parce que le potentiel à E, c'est 54. Le potentiel à H, c'est 0. Donc, 54 moins 0, ça donne 54. Divisé par la résistance équivalente 2,4 que j'ai trouvée à la première diapo, ça me donne un courant qui traverse la branche de droite, ici, de 1,2 A. Après ça, comme tantôt, je peux partir soit du point E, soit du point H, au choix. Je commence ici par le fer, je commence au point E, puis je descends à travers la résistance R2 dans le même sens que le courant. Fait que je commence à un potentiel VE de 54 et je fais moins R2I, comme ici. Donc 54 moins R2 fois le courant I, ça donne 43,2 volts. J'aurais pu, encore une fois, faire le chemin inverse, c'est-à-dire de commencer au point H à un potentiel de 0 et remonter la rivière. Donc, je traverse la résistance R4 à contresens du courant et c'est ça. Donc, je fais plus R4I. Donc, même chose, mais mes valeurs ici changent un petit peu, mais si j'ai fait ça correctement, je devrais arriver à la même réponse. Ben oui, évidemment, sinon j'aurais un problème de cohérence. Ouais.
Et donc, quand on vous disait, là, la question D, c'était de trouver le courant qui circule dans chacun des résisteurs, mais je l'ai déjà fait. Parce que j'ai eu besoin du courant pour répondre à la question B, puis j'ai eu besoin du courant ici pour répondre à la question C. Et dans le fond, au D, le courant qui circule dans chaque résisteur, je l'ai déjà. Fait que j'ai pas besoin de refaire un calcul. Bon, je vous montre la réponse quand même, là. Donc, le courant I13, ça, c'est ce qui traversait la résistance 1 et 3. On avait trouvé 1.5. Donc, chacune des deux résistances, R1 et R3, est traversée par un courant de 1.5 orienté vers le bas. Tandis que la résistance 2 et 4, on avait trouvé un courant de 1.2 ampères. Donc, chacune des deux résistances R2 et R4 ont tous les deux un courant de 1.2 ampères aussi orienté vers le bas. Voilà.